Bonjour à toutes et à tous. Pour la séance de ce jour, je vous propose d'écouter un enregistrement qui correspond exactement à l'endroit où nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours, avant les vacances. Donc, je vous propose d'écouter cet enregistrement et puis j'y reviendrai bien sûr rapidement lors de la première séance après les vacances. Bonnes vacances à tous et à toutes, donc, et à bientôt. Nous allons donc reprendre là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur la notion de fonction. Alors je rappelle, avant de passer à l'exercice sur lequel je m'étais arrêté très rapidement, les types de fonctions que nous avons vus. Donc je rappelle, et ça c'est un point absolument essentiel, c'est fait partie de ce que vous devez vraiment retenir en priorité de tout ce semestre. S'il y a une chose que vous devez vraiment retenir, c'est qu'au niveau de la phrase P, il n'y a que deux fonctions possibles, la fonction sujet et la fonction complément circonstancielle. Comme ici dans cette phrase, le facteur distribue le courrier à 8 heures, le facteur fonction sujet du groupe verbal distribue le courrier, et puis à 8 heures, qui est le complément circonstanciel qui se rapporte à l'ensemble formé par le sujet et par le groupe verbal. Ensuite, il y a les fonctions qui sont à l'intérieur des groupes. Fonctions à l'intérieur du groupe verbal, il y en a trois, disons, au minimum. Il y en a d'autres plus complexes, du type, par exemple, la fonction attribut du COD, mais les fonctions de base sont les suivantes. La fonction de COD, quand on n'a pas de préposition, la fonction complément d'objet indirect, COI, quand on a une préposition, même si on a on peut avoir plusieurs compléments, un COD, un COI, deux COI, etc. Et puis les fonctions attributs, qui peuvent être occupés, attributs du sujet, par un adjectif ou par un groupe nominal. Ensuite, les fonctions à l'intérieur du groupe nominal, donc la fonction épithète et la fonction complément du nom. Nous avions vu que ces deux fonctions appartiennent à une catégorie plus générale de fonctions qu'on appelle l'expansion nominale. Et on a fait ainsi le tour de toutes les fonctions de base les plus importantes qu'on retrouve un peu partout. Et vous voyez que ça fait un nombre de fonctions pas très important. 2 ici au niveau de la phrase, 3 en comptant le groupe verbal, ça fait 5, et puis 2 en comptant le groupe nominal, ça fait 7. Juste 7 fonctions à bien maîtriser, plus 8 parties du discours, nom, verbe, adjectif, adverbe, prénom, pronom, préposition, conjonction et déterminant. Et ça, on les verra juste après. Donc, ça fait au fond un nombre de notions. On a parfois l'impression que les élèves, les étudiants sont un peu perdus, mélangent les natures des fonctions, alors qu'il y a quand même un nombre extrêmement limité pour chaque catégorie. Alors, l'exercice que je vous avais proposé, j'espère que vous aurez eu le temps d'y réfléchir un petit peu, c'était celui-ci, identifier les fonctions dans les phrases suivantes. Alors, on va le corriger directement, puisque on l'avait vu, vous aviez eu le temps de le regarder. Donc l'objectif ici, c'est de prendre chaque phrase, d'analyser d'abord évidemment les deux fonctions sujet, éventuellement complément circonstanciel au niveau de la phrase, et ensuite d'entrer dans les groupes et de voir si on trouve des fonctions, des choses à dire en termes de fonctions. Alors je vous l'avais dit, je le rappelle quand même, ça c'est un type d'exercice qu'on peut faire avec les professeurs, avec les futurs professeurs, pour réfléchir sur la notion de fonction, mais identifier toutes les fonctions dans une série de phrases, ça n'est pas du tout un exercice qui a une utilité didactique dans un apprentissage du français. Il ne faudrait donc pas reproduire ce type d'exercice, c'est quand même vraiment un exercice pour des enseignants destinés à réfléchir de manière un peu plus approfondie et à faire cette espèce de gymnastique intellectuelle pour réfléchir à la notion de fonction. Bien alors, qui veut se lancer pour la... On va faire 4 phrases, ensuite je vous donne le corrigé des 4 phrases, ensuite 4 autres, et puis on va avancer comme ça. Alors, pour la première phrase, qui est-ce qui se lance? Oui? Vers la fin de décembre, la première neige tomba. Fonction sujet, la première neige. Très bien. Fonction complément circonstanciel, vers la fin de décembre. Très bien, ça en fait 2. Ensuite. Dans la fonction sujet, première, c'est l'épithète de neige. Alors, dans la fonction sujet, on a un groupe nominal dans le sujet, la première neige. Et à l'intérieur de ce groupe nominal, nous avons le déterminant là, l'épithète première, et le noyau, le nom, neige.
Très bien. Donc on a comme fonction première épithète de neige. Vers la fin de décembre, nous avons la préposition vers suivie d'un groupe nominal, la fin de décembre, à l'intérieur duquel nous avons le déterminant là, le noyau non fin, et le complément du nom de décembre. Tout à fait. Donc, la dernière chose à dire en termes de fonction, c'est dire qu'à l'intérieur de ce groupe nominal prépositionnel vers la fin de décembre, on a un groupe nominal la fin de décembre, donc de décembre, et complément du nom fin. Très bien. Ensuite, la deuxième phrase. Oui? Quand Grange ouvrit les yeux en jour blanc et sans sage, emplissait la chambre. Oui. Alors, Grange, c'est les beaux sujets du verbe ouvrir. Et Alors, c'est juste, hein, mais ça n'est pas ce qu'il faudrait dire dans une première étape. Dans une première étape, il faut parler du groupe sujet, du groupe verbal, éventuellement du groupe circonstanciel, dans la phrase, dans la première structure de phrase. Hein. Alors, ouvrir les yeux, c'est le groupe verbal. Et ça fait le groupe complément. Non, parce que là, en fait, ce que vous êtes en train de commenter, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la subordonnée, quand Grange ouvrit les yeux. Donc alors, ça, en fait, c'est quoi quand Grange ouvrit les yeux? C'est les groupes compléments. Voilà, hein, c'est le groupe circonstanciel quand Grange ouvrit les yeux. Et ensuite, dans la phrase, vous avez aussi... Un jour blanc et sans âge, c'est les groupes sujets. Voilà. Le groupe verbal, emplissait la chambre. Voilà, donc la première chose à dire au niveau de la structure d'ensemble de la phrase, c'est qu'on a le groupe sujet, un jour blanc et sans âge, qui est sujet de remplissait, le groupe verbal emplissait la chambre, et le groupe circonstanciel, quand Grange ouvrit les yeux. Là, on a fait les deux grands groupes de la phrase. Maintenant, on entre à l'intérieur des groupes et on peut dire donc ce que vous aviez commencé à dire. Dans le premier groupe, donc qui est un groupe circonstanciel, qui est donc une subordonnée circonstancielle, on a quand Grange ouvrit les yeux. Alors là, qu'est-ce qu'on peut analyser? Que Grange, c'est le groupe sujet. Voilà. Et ouvrir les yeux, c'est les groupes verbal. D'accord. Et ensuite, les yeux, c'est un groupe nominal. Voilà, alors attention. Alors finissez ce que vous alliez dire, oui. Oui, c'est le COD de ouvrir, voilà. Donc, en fait, ensuite on entre dans le groupe verbal. À l'intérieur du groupe verbal, on a les yeux qui est COD, de fonction COD de ouvrir. Et les, c'est le déterminant de... Oui, mais ça, on n'analyse que les fonctions. Hein. Ah, donc, on n'est pas obligé d'entrer dans ces détails-là. Attendez, je regarde si j'ai... Non. Pas un feutre ici. Non. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ok, donc, quand Grange ouvrit les yeux, on a donc les yeux qui est COD de ouvrir, et il y a encore une chose à dire dans cette phrase. Il y a plus qu'une chose. Hein. En termes de fonction. Donc on a dit un jour blanc et sans âge, sujet de remplissait. On a dit quand Grange ouvrit les yeux, groupe circonstanciel. On a dit les yeux, COD de ouvrir, et Grange, sujet de ouvrir. Oui. Voilà. Donc on a blanc, épithète de un jour, sans âge, complément du nom, un jour. Et on a, enfin, encore une chose. La chambre, c'est le COD de remplissait. Voilà, la chambre, COD de remplissait. Donc là, on est, pour un jour blanc et sans âge, on est entré dans le groupe nominal et on a regardé les fonctions dans le groupe nominal. Et ensuite, là, on entre dans le groupe verbal et on donne la fonction dans le groupe verbal. Très bien. Ensuite, donc, sa première impression fut un suspens anormal du temps. Oui? Et sa première impression fut un suspense anormal du temps, c'est fonction sujet. Après, parce qu'il n'y a seulement fonction sujet, fonction circonstante. Après, il y a les. Alors, attendez, la fonction sujet, vous l'arrêtez où?
Non, ce que je veux dire, je n'ai pas compris parce qu'au début du cours, vous avez dit que dans la phrase, il n'y a que fonction sujet ou fonction complément. C'est ça? Il y a ces deux fonctions. Fonction sujet, fonction circonstante. Voilà, c'est ça. Donc, dans ces phrases, je ne vois pas la fonction circonstante. Non, parce que c'est pas obligatoire. Ok, donc tout ça, c'est fonction sujet, n'est-ce Non, pas? non. Parce qu'il y a le groupe verbal. Sa première impression, c'est le sujet. Et fut un suspens anormal du temps, c'est le groupe verbal. Ce que j'avais compris, peut-être que je me suis trompée, c'est que dans la fonction sujet, il y a les groupes sujets, les groupes verbaux. Ah non, regardez bien. Non. Non, pas du tout. La fonction sujet, c'est que le groupe sujet. Bah, aujourd'hui, Oui. C'est très clair là, on voit bien, le facteur c'est la fonction sujet et c'est le sujet d'un verbe, donc d'un groupe verbal, distribue le courrier, qui est le groupe verbal. peut-être que vous n'avez pas compris le graphisme. Non, mais simplement, ce qu'il y a effectivement, peut-être que ce qui vous a gêné, c'est que le groupe verbal, lui, traditionnellement, il n'a pas de fonction. On ne dit pas qu'il a une fonction, le groupe verbal. C'est ça qui vous gêne peut-être. Hein, c'est ça. Mais c'est comme ça dans la tradition grammaticale. Sauf si on introduit, comme je vous l'avais dit au début, la notion de prédicat. On pourrait dire que les groupes verbaux ont pour fonction prédicat, mais ça n'est pas du tout une obligation parce que ça n'ajoute rien. Si vous voulez, le groupe verbal sera toujours prédicat. Le groupe verbal, c'est le groupe verbal. Mais donc, il n'est pas susceptible de varier dans sa fonction. Alors que un groupe nominal, il peut être de fonction sujet, il peut être de fonction complément d'objet, il peut être de fonction circonstante, et puis un groupe, par exemple prépositionnel, ici, habiteur, il peut être aussi de toutes sortes de fonctions. Mais le groupe verbal, lui, il est toujours il a toujours le même rôle d'être l'espèce de noyau de la phrase. Donc, pour revenir à notre phrase, le groupe sujet, ça va être sa première impression, et il n'y a pas de groupe circonstanciel ici dans cette phrase. Donc, au niveau 1, au niveau de la phrase, on s'arrête là. Ensuite, on va entrer dans les groupes. Donc, sa première impression, c'est un groupe nominal. Oui. Et dans le groupe nominal, nous avons un déterminant, première épithète et impression. Voilà, donc si on se limite vraiment, c'est pas la peine, pour aller vraiment répondre à la consigne, dire les fonctions, on n'est pas obligé de parler des déterminants, etc. On va dire directement que dans le groupe nominal, on a première et épithète de impression. Oui, tout à fait. Et ensuite Puis, c'est le noyau verbal. Et un suspens anormal du temps, c'est un attribut groupe nominal. Alors, très bien. Un suspens anormal du temps, c'est l'attribut du sujet, sa première impression. Alors, comme c'est un groupe nominal et qu'il va y avoir des fonctions à l'intérieur de ce groupe nominal, donc la fonction attribut, c'est l'ensemble du groupe nominal, un suspens anormal du temps, et à l'intérieur de ce groupe nominal, on va avoir des fonctions. Alors, quelles fonctions? Et du temps, c'est complément du nom. De quel nom? Oui, tout à fait. Et suspens. Oui. Donc du temps complément du nom suspens. Et anormal. voilà. Et anormal, c'est Oui, c'est ça. Voilà. Épithète de suspens. Alors, là, on peut dire pour simplifier, si vous voulez, que dans le groupe nominal, un suspens anormal du temps, on a deux expansions, anormal, expansion de suspens, et du temps, qui est expansion de suspens. Mais, vous voyez bien, peut-être intuitivement, il y a une petite complication ici, qu'on n'est pas obligé d'analyser en détail, mais la question se pose de savoir si ces deux épithètes, ces deux expansions nominales plutôt, sont sur le même plan. Est-ce qu'on a un suspens qui a deux propriétés, c'est un suspens anormal et c'est un suspens du temps, ou bien, ce qui serait plus logique quand même, c'est un suspens du temps qui est anormal. Donc ça voudrait dire que les deux épithètes n'interviennent pas au même niveau. On a d'abord une première qualification, une première expansion nominale, c'est un suspens du temps, et ensuite on dit qu'il est anormal. Bon, alors évidemment c'est trompeur puisque anormal apparaît juste après suspens. Mais
point de vue sémantique, du point de vue du sens, ça ne signifie pas forcément ça. Donc, alors ça, c'est un problème qu'on n'est pas du tout obligé d'analyser avec les élèves, mais il faut quand même l'avoir en tête, c'est que quand on a plusieurs expansions nominales, elles peuvent être exactement sur le même plan. Par exemple, je ne sais pas, moi, si vous dites un étudiant sérieux, travailleur, courageux, enfin voilà, tous ces épithètes sont sur le même plan par rapport à l'étudiant. Mais si vous dites par exemple un roman policier passionnant, bon là c'est facile parce que le roman policier c'est une expression figée. Mais ça veut dire c'est pas un roman qui d'une part est policier et d'autre part il est passionnant. C'est un roman policier qui est passionnant, c'est l'ensemble qui est passionnant. Comme ici, le suspendu du temps, il est à l'ordre. Bon, donc on peut avoir une hiérarchisation des expansions nominales ou pas. Ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Si on a le temps, j'en reparlerai un peu plus tard quand on entrera dans le détail de l'analyse du groupe nominal. Alors attendez, je vérifie juste les trucs sont. Voilà, on va faire encore la dernière. Il crut que son réveil ne fonctionnait plus, oui? Oui, ici on a les groupes sujet-il, et il crut que son réveil ne fonctionnait plus, et les groupes verbales. Tout à fait. Ici on a les maillons verbales cru, et que son réveil ne fonctionnait plus, et c'est les COD. Très bien. Alors. Et à l'intérieur, on a un groupe nominal qui son réveil, et oui. le groupe verbal ne fonctionnait plus. Oui. Donc, en termes de fonction, son réveil, il est de quelle fonction? Fonction sujet. Fonction sujet. Fonction sujet. Et voilà, on n'a rien d'autre à dire. Donc là, comme on a une subordonnée, donc on a une première structure de phrase, avec groupe sujet, il, groupe verbal, cru que son réveil ne fonctionnait plus. Et comme ce groupe verbal, il contient comme COD une subordonnée complétive, que son réveil ne fonctionnait plus, on a à nouveau une structure de phrase, donc avec un groupe sujet et un groupe verbal. Alors voilà ce que ça donne, le corrigé un peu plus détaillé de chacune de ces 4 phrases. Donc on a au niveau de P, vers la fin de décembre, groupe circonstanciel, la première neige, groupe sujet, et tomba qui est le groupe verbal. Et puis ensuite on a les fonctions dans les groupes. Donc on a vu que comme le groupe sujet est un groupe nominal, la première neige, on a première épithète de neige. C'est tout. Ah ben non, mais j'ai oublié ici la fin de décembre. Oui, on l'a dit tout à l'heure, j'ai oublié de le noter. On a 2 décembre qui est complément du nom la fin. Alors ensuite, quand Grange ouvrit les yeux, un jour blanc et sans âge emplissait la chambre. Donc on a vu quand Grange ouvrit les yeux, groupe circonstanciel. Un jour blanc et sans âge, groupe sujet, emplissait la chambre, du groupe verbal. Ensuite, donc les fonctions au niveau des groupes inclus dans P. Le groupe circonstanciel contient une structure phrase puisque c'est une subordonnée, donc on a Grange, groupe sujet, ensuite ouvrir les yeux. Dans ouvrir les yeux, on a les yeux, COD de ouvrir, et puis comme on a vu, un jour blanc et sans âge, qui sont 2 compléments, 2 expansions du nom jour. Sa première impression fut un suspens anormal du temps, donc groupe sujet, sa première impression. À l'intérieur des groupes qui constituent la phrase, on a première épithète de l'impression, et puis dans le groupe verbal attributif, on a le groupe nominal attribut du sujet, et à l'intérieur du groupe nominal, 2 expansions, suspens et anormal. Et puis la dernière, son réveil ne fonctionnait plus, il, groupe sujet, ensuite le groupe verbal, et dans le groupe verbal, cru que son réveil ne fonctionnait plus, COD de croire, et ce COD contient lui-même un sujet. Alors, bon, si vous voulez, pour gagner un petit peu du temps, comme j'ai l'impression que vous avez quand même bien compris, on va directement aller à la correction pour la suite. Dans la phrase « il sortit du lit », on a donc au niveau de P simplement le sujet « il », sorti du lit qui est le groupe verbal, et dans les fonctions au niveau du groupe verbal, on a du lit qui est un complément d'objet indirect de sortie. Il vit par la fenêtre la forêt blanche, donc il, c'est le groupe sujet, par la fenêtre le groupe circonstanciel, d'accord, et puis vit la forêt blanche qui est le groupe verbal. Pour ce qui concerne les fonctions dans chacun de ces groupes, on a donc vit la forêt blanche avec la forêt blanche COD, et dans ce COD,
blanche, épithète de forêt. Il retourna dans la chambre quiète avec un véritable contentement. Il, groupe sujet, retourna dans la chambre quiète, groupe verbal, et avec un véritable contentement, groupe circonstanciel. Donc ça, c'est toujours l'analyse au niveau de P. Ensuite, on entre dans les groupes. Dans le groupe verbal, retourna dans la chambre quiète. Dans la chambre quiète est un COI de retourner, c'est un verbe de mouvement. Donc c'est comme, rappelez-vous, hein, il lance la balle dans la cour, etc. C'est pas un complément circonstanciel, c'est bien un complément d'objet indirect. Ce groupe nominal prépositionnel contient un adjectif, quiète, épithète de chambre. Et puis vous avez le groupe circonstanciel avec un véritable contentement qui contient donc un non-contentement qui possède un adjectif épithète véritable. Le silence respirait autour de lui sous cette lumière luxueuse. Donc on a ici un groupe sujet, le silence, et puis on peut considérer qu'on a deux groupes circonstanciels autour de lui sous cette lumière luxueuse, qui sont deux groupes circonstanciels. Pour les fonctions au niveau des groupes inclus dans la phrase, dans le groupe circonstanciel sous cette lumière luxueuse, on a le groupe nominal cette lumière luxueuse qui contient l'adjectif luxueuse épithète de lumière. Et enfin, les deux dernières phrases, le temps n'avançait plus, bon là il n'y a pas grand-chose à dire, juste le temps du sujet. Et dans la dernière, pour les habitants du toit, cette neige magique ouvrait le temps des grandes vacances. Donc, au niveau de la phrase, on a les deux fonctions circonstancielles pour les habitants du toit. Cette neige magique, groupe sujet. Alors ensuite, on entre dans les groupes. Dans le groupe circonstanciel pour les habitants du toit, on a le groupe nominal les habitants du toit, avec du toit, complément du nom, habitant. Dans le groupe sujet, cette neige magique, on a magique épithète de neige. Dans le groupe verbal, ouvrait le temps des grandes vacances. Donc ce GL là, le temps des grandes vacances, et c'est obligé de l'ouvrir. Et à l'intérieur donc de ce GL, le temps des grandes vacances, on a des grandes vacances qui est complément du nom temps. Et des grandes vacances lui-même contient un GN, les grandes vacances, où grande est épithète de vacances. Donc là, vous voyez, on a trois niveaux d'inclusion. Si on veut analyser grande ici, donc dans cette phrase, si on veut analyser grande est épithète du nom vacances dans un groupe nominal qui est lui-même complément du nom temps, qui est lui-même COD de ouvrait. Donc là, on a trois niveaux d'inclusion. Est-ce que vous avez des questions sur cette petite analyse? Vous voyez, le but, c'était clairement de marteler cette idée qu'on a ces deux fonctions, sujet, complément, au niveau de la phrase, et ensuite on entre dans les groupes. On entre dans un groupe verbal, on entre dans un groupe nominal, et on voit les fonctions à l'intérieur des groupes. Cette hiérarchie entre les fonctions au niveau de la phrase, les fonctions au niveau des groupes, c'est vraiment une chose extrêmement importante. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, si de tout ce semestre vous ne devez retenir qu'une seule chose, retenez ça. C'est la chose la plus importante à retenir. Alors, un détail maintenant du point de vue pédagogique. Le texte d'origine, c'était ça. Et pas du tout celui que le texte de Gracq, Julien Gracq, tiré de Rimbaud en forêt, je l'ai complètement transformé pour faire l'exercice. Pourquoi? Parce que le texte d'origine, vous voyez, c'est « ce fut vers la fin de décembre que la première neige tomba sur la terre ». Donc on a une focalisation « ce fut que » et ça, qui ajoute une complication vraiment réelle, tant qu'on n'a pas analysé ce genre de choses. Donc j'ai transformé la phrase en disant simplement « vers la fin de décembre, la première neige tomba ». Ensuite, quand Grange se réveilla, alors pourquoi j'ai mis ouvrir les yeux plutôt que se réveilla? Parce que se réveilla, ça suppose d'avoir réfléchi sur les verbes pronominaux. Et il y a plusieurs structures de verbes pronominaux en français, c'est quand même un peu compliqué, donc j'ai remplacé par un verbe qui n'est pas pronominal. Un jour blanc et sans âge, qui suintait de la terre, cotonnait sur le plafond l'ombre des croisées. Donc là, la phrase était beaucoup trop compliquée, il y avait une relative en plus, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement, pourquoi je vous montre ça?
Je vous montre cela parce que c'est une méthode, si vous voulez, que vous pouvez utiliser lorsque vous partez d'un texte et que vous avez un exercice à donner sur un sujet quelconque. Vous nettoyez le texte de toutes les difficultés qui ne servent à rien et qui compliquent les choses par rapport à l'objectif grammatical que vous avez. Et comme ça évite de perdre un temps infini avec des élèves qui ne vont plus rien comprendre parce qu'il y aura des structures trop complexes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend à faire au fur et à mesure, à force de le faire, de repérer dans un texte tout ce qui va être trop difficile de toute façon pour les élèves, et donc on trouve des solutions de remplacement pour obtenir un texte plus lisse. Alors évidemment, c'est un texte qui, du point de vue littéraire, n'a plus du tout le même intérêt, hein, mais bon, peu importe, on essaie de réfléchir à la catégorisation des structures grammaticales. Donc on essaie de favoriser la catégorisation des structures grammaticales. On travaille en quelque sorte, si vous voulez, en grammaire, avec ce type de méthode, on travaille en laboratoire. Hein. On donne des choses qui sont faites pour bien fonctionner dans les exercices et pour faire en sorte que les élèves prennent des habitudes et parviennent à une stabilisation dans leur reconnaissance des groupes de mots, des fonctions, etc. Alors on passe maintenant au point suivant sur phrases et propositions. Phrases et propositions. Alors là, il y a une petite difficulté qui n'est pas très grande, qui est de faire la différence. Pourquoi est-ce qu'on a ces deux termes, phrase et proposition? Alors la phrase, dans le point de vue, si vous voulez, de la grammaire, de l'enseignement, la phrase, elle a deux significations. Il y a en fait deux façons de comprendre la notion de phrase. Soit on la comprend au niveau graphique. La phrase, c'est une suite de mots qui commence par une majuscule et qui finit par un point. D'accord? Ça, c'est la définition graphique de la phrase. Mais il y a une autre définition qu'on a vue depuis le début, qui est une définition structurelle. La structure de la phrase. La phrase, c'est groupe nominal, groupe sujet, plus groupe verbal, plus groupe circonstanciel. Vous voyez, il y a deux définitions qui ne se recoupent pas complètement. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de la notion de proposition. Parce qu'il arrive que certaines phrases, au sens graphique du terme, contiennent plusieurs fois la structure groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Il suffit qu'il y ait une subordonnée. Dans une phrase, il suffit qu'il y ait une subordonnée, et vous avez à nouveau la structure phrase. Donc, on aurait pu lire, au lieu de proposition subordonnée, on aurait pu lire phrase subordonnée. Ça, au fond, ça ne change rien. Hein. Mais il se trouve que dans la tradition grammaticale, on distingue phrase et proposition. Donc, une proposition, elle est toujours formée de cette structure groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Seulement, la proposition, elle ne commence pas forcément par une majuscule, elle se termine par un point. Hein. Elle est, parfois c'est le cas, quand la phrase contient une seule proposition. Mais si la phrase contient plusieurs propositions, certaines des propositions ne seront pas des phrases au sens graphique du terme. Donc, à partir de là, on peut distinguer les phrases simples et les phrases complexes. Hein. On va dire qu'on aura une phrase simple quand il y a une seule proposition, et phrase complexe quand il y a plusieurs propositions. Par exemple, le facteur distribue le courrier et il aime son travail, on a une seule phrase graphique, qui commence par de l'article ici, et qui se termine par un point, mais on a deux fois la structure groupe sujet, le facteur distribue le courrier, groupe verbal, et puis une deuxième fois, groupe sujet, groupe verbal, aime son travail. Alors seulement, il existe plusieurs sortes de phrases complexes. Il y a les phrases complexes par subordination, et dans les phrases complexes par subordination, on a une relation d'inclusion de la proposition subordonnée dans la proposition principale. Et quand on a une phrase complexe par coordination, donc avec des conjonctions de coordination qui est, ou bien juxtaposition par des virgules, eh bien on a deux propositions qui sont situées sur le même plan et qui sont reliées par une conjonction de coordination. Donc, par exemple, la phrase distribue le courrier quand le jour se lève, c'est une phrase complexe par subordination. Hein.
Parce que cette phrase, au sens graphique du terme, il y a une autre phrase qui est incluse en elle. Quand le jour se lève, est inclus dans la phrase graphique. Alors que dans le facteur distribue le courrier et il aime son travail, on a bien deux propositions qui sont incluses dans la phrase, mais il n'y a pas une proposition qui est incluse dans l'autre. D'accord? C'est ça la différence importante entre phrase simple et phrase complexe. Alors, il arrive, c'est ce qui est noté ici, que le groupe sujet soit mis en facteur commun de plusieurs groupes verbaux. Vous voyez, par exemple, quand on a le facteur arrive, virgule, ouvre la boîte aux lettres, virgule, distribue le colis. Bon, on a plusieurs propositions. Le sujet n'est pas répété, mais c'est le même. On dit qu'on a une ellipse du sujet. Simplement, on a donc des propositions juxtaposées, avec un effacement du sujet qui n'est pas répété dans les propositions suivantes. Alors, à ces cas classiques là, qui sont analysés dans la grammaire, il faut ajouter un cas très fréquent dans les textes quand même, et qui ne correspond à aucun des cas standards, qui est ce qu'on appelle l'incise. Par exemple, je comprends, dit-elle, il faut partir. Vous voyez, ça, c'est une insertion de quelque chose qui n'est pas vraiment de la juxtaposition, parce que au plan énonciatif, ça ne se situe pas sur le plan de la phrase, une matrice, si vous voulez. Donc, c'est un cas particulier qu'on appelle donc l'incise, qui n'est ni de la subordination ni de la juxtaposition. Alors, je vous propose pour réfléchir pour essayer de mettre en pratique ces notions que vous connaissez quand même, je pense, assez bien, je vous propose de réfléchir à cet extrait du texte de Jean-Paul Sartre, les mots. Alors, vous voyez, j'ai enlevé deux passages que j'ai mis entre crochets, parce qu'ils présentent des difficultés, mais pour la compréhension du texte, je les ai laissés, mais ces deux passages, on ne va pas les analyser. Je ne savais pas encore lire que déjà je les référençais Pierre Levé, et j'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute debout au milieu des livres. Ça pose des petits problèmes dans la délimitation de la phrase que je préfère ne pas examiner pour l'instant. Donc le but ici, c'est d'étudier la structure des phrases, c'est-à-dire de voir si chaque phrase, est-ce qu'il y a une ou plusieurs propositions, et est-ce que ces propositions qui sont dans la phrase, elles sont subordonnées, juxtaposées, coordonnées. D'accord ? Donc, première phrase, elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus antiques qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Donc, ici, vous avez d'abord une première structure avec deux propositions qui sont coordonnées. Une première proposition, elles se ressemblaient toutes, virgule, et ensuite une deuxième qui est très longue. D'accord ? Cette deuxième proposition, donc P1 et P2 sont juxtaposées, et à l'intérieur de P2, vous avez ces trois propositions relatives qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé, qui sont trois relatives, qui sont des expansions de monuments trapus antiques. Ça vous donne schématiquement une structure de ce type-là. Donc j'ai essayé de schématiser la différence entre inclusion et juxtaposition. Donc on voit que P1, P2 sont juxtaposés, et à l'intérieur de P2, vous avez P2A, P2B, P2C. D'accord ? Deuxième phrase. Je l'ai touché en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire et j'assistais chaque jour à des cérémonies où le sens m'échappait. Mon grand-père s'y maladroit d'habitude que ma mère lui tenait ses gants, ma nièce était objet culturel avec une dextérité et d'officiant. Donc, vous avez peut-être eu une hésitation avec les deux points, mais après les deux points, il n'y a pas de majuscule, donc dans la définition graphique de la phrase, on a bien une seule phrase qui commence par je et qui finit par officiant. Comment est structurée cette phrase ? Vous avez une première proposition. Je l'ai touché en cachette pour honorer mes mains de leur poussière.
Ça, c'est une première proposition, coordonnée par mais à la suivante. Je ne savais trop qu'en faire. Et puis ensuite, coordonnée par AP3. J'assistais chaque jour à des cérémonies jusqu'à la fin. Jusqu'à dont le sens m'échappait, qui est une subordonnée relative incluse dans P3. Et puis enfin, une quatrième proposition juxtaposée, qui commence par mon grand-père. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'écrition, tout ça c'est une seule proposition, à l'intérieur de laquelle vous avez une subordonnée, que j'ai notée ici, P4A, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants. Donc ça donne une structure comme celle-ci. Vous avez 4 propositions juxtaposées, et puis une subordonnée incluse dans P3, dont le sens m'échappait, une subordonnée incluse dans P4, que ma mère boutonnait ses gants. Là, on a une structure un petit peu particulière, on verra ça quand on verra le détail des subordonnées. On a une structure qu'on appelle corrélative, dans la si maladroit que. On a si que, qui est une sorte de, si vous voulez, le si est une espèce d'annonce de la subordonnée, mais au fond, c'est comme si vous aviez été maladroit au point que ma mère lui boutonnait ses gants. Donc, au fond, on a quand même une structure d'inclusion tout à fait classique de cette subordonnée dans la phrase matrice. Monsieur, Oui. juste pour vérifier que c'est bien, les 3 premières, elles sont coordonnées, c'est ça? Pardon? Les 3 premières propositions, elles sont coordonnées. Oui, elles sont toutes coordonnées, les 4 en fait. Vous voyez, je l'ai touché en cachette, enfin, coordonnées ou juxtaposées. C'est-à-dire que on a une coordination jusqu'à mai ici. Comment dire, la première ici, P1, mai, P2, et P3, 2 points, P4. Et les 2 points, c'est une sorte de juxtaposition, si vous voulez, qui sépare P4 des précédentes. Oui? Quelle est la différence exactement entre coordination et juxtaposition? Bon, la différence, elle est, comment dire? La juxtaposition, c'est une marque purement graphique. Virgule, 2 points. Alors que la coordination, ce sont des mots coordonnants, des conjonctions de coordination, comme et, mais, ou, etc. Phrase suivante. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres. Donc on n'a pas lu le texte parce que j'ai voulu gagner du temps, mais c'est un très beau. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman de Sartre, enfin Les mots. C'est son dernier texte. Voilà, c'est une autobiographie. Franchement, pour apprendre le français, comme vous, en particulier, je pense aux étudiantes espagnoles vous avez déjà un bon niveau de français, mais pour vraiment. À la fois pour le plaisir de la lecture et pour. C'est une écriture très très classique, si j'ose dire, ce texte de Sartre. C'est un très beau texte sur la naissance d'une vie au milieu des livres, et vraiment je vous le conseille. Bref. Donc tout parle de la découverte des livres par l'enfant, et vous voyez cette métaphore, des livres, ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres. Je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs. Bon, voilà, il y a une métaphorisation assez imaginative de ces livres. Mais enfin, du point de vue purement grammatical, cette phrase « Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs. Des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. » Donc, ici, on a d'abord une première proposition. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres. Ensuite, coordination, et ensuite, une deuxième proposition qui va jusqu'à la fin de la phrase. D'accord? La première proposition, quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres. On a qui se fendait comme des huîtres, qui est une proposition intégrée, une relative, intégrée dans la précédente. Et dans la deuxième proposition, on a
deux autres relatives. Bon, dans la deuxième, santé le champignon, le qui n'est pas répété, mais c'est quand même la coordination ici de deux relatives. On a donc ces deux propositions relatives intégrées dans la phrase P2. Ce qui donne le schéma suivant. On a une phrase P1 coordonnée à une phrase P2. La phrase P1 contient une subordonnée et la phrase P2 contient deux subordonnées qui sont elles-mêmes coordonnées. Mais pourquoi, mettons, subordonné, coordonné, pour moi, c'est coordination ou subordination. Non, mais Alain, il y a une coordination ici, oui, à l'intérieur de la subordonnée. Ah, ok, ça. Hein? Oui. C'est-à-dire que, vous voyez, à chaque fois, vous avez une phrase qui est la structure. Vous avez un premier niveau de coordination ici par et je découvrais la nullité qui est à cet endroit-là, entre P1 et P2, exactement ici. Et puis, vous avez une deuxième coordination et ici, qui est entre les deux propositions relatives. Hein, qui buvait l'encre et sentait le champignon. Ces deux et ne sont pas du tout au même niveau. Vous voyez, bon, évidemment, quand on regarde la phrase comme ça, on voit deux et, on a l'impression que la linéarité de la phrase n'évoque pas directement, évidemment, les structures sous-jacentes. Mais quand on examine un peu les structures sous-jacentes, on voit bien, et c'est ça que, peu à peu, vous allez vous habituer à voir. Vous ne voyez, vous ne verrez plus jamais les phrases comme vous les voyiez avant. C'est-à-dire que vous allez voir les structures, les boîtes avec des boîtes à l'intérieur des boîtes, et puis des et qui sont entre deux boîtes intégrées, et puis d'autres qui sont entre deux phrases matrices, etc. Et cette vision hiérarchisée des structures grammaticales, c'est précisément ce qu'on acquiert quand on fait la lexique française, la grammaire du français, et c'est ce que les locuteurs, si vous voulez, ce que les locuteurs qui n'ont pas de connaissances grammaticales particulières ne savent pas, mais font quand même, sans se rendre compte. Alors, je vais terminer avec, en évoquant rapidement, parce que c'est quand même très facile, ça c'est un point relativement facile, sur les types de phrases. Hein. Alors, ça, on a trois grands types de phrases, déclaratif, interrogatif, impératif, qui correspondent en fait à trois types d'actes. Ce sont des actes de langage au sens de la pragmatique. Donc le type déclaratif, c'est simplement une assertion de présenter ce qu'on dit comme étant vrai. Quand vous dites cette chimiste travaille dans un laboratoire, votre acte de langage, c'est de présenter quelque chose comme vrai. Et puis il y a deux autres actes de langage qui sont l'interrogation, et puis, donc type interrogatif, et puis l'impératif qui est un ordre, une demande, hein, ouvrez la fenêtre, mets le livre dans la bibliothèque, qu'il sorte. Alors, pour l'impératif en français, vous avez deux solutions, soit le mode impératif, comme ouvrez la fenêtre, mets le livre, soit le subjonctif à la troisième personne, qu'il sorte. Il n'y a pas d'impératif à la troisième personne, donc on utilise le subjonctif. Bien. Alors, vous dites peut-être, ah tiens, il manque l'exclamation. Mais l'exclamation, en fait, c'est pas un type d'acte particulier, c'est plutôt, on verra, une forme de phrase, qu'on appelle une forme de phrase, c'est-à-dire une transformation facultative. Là, ces trois types, ils sont exclusifs. Toute phrase est obligatoirement d'un de ces trois types. Et elle ne peut pas être de deux en même temps. Elle ne peut pas être déclarative et interrogative. Elle ne peut pas être impérative et interrogative. Alors, sauf secondairement. C'est-à-dire, c'est l'exemple que je développe ici. Si vous demandez à quelqu'un, vous êtes à table, et vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu peux me passer le sel?
D'accord? C'est une question. Donc, normalement, si c'était simplement une question, la personne, elle vous regarderait, elle verrait que, bon, ben, sa main est assez grande, elle peut attraper le sel, elle dirait oui. Elle ne ferait rien. Si c'est une question. Oui, je peux te passer le sel. Mais je ne fais rien. Alors, c'est pas tout ce qu'on attend. Hein. Quand on dit est-ce que tu peux me passer le sel, ça veut dire passe-moi le sel. En fait, c'est une demande, c'est un acte, en fait, un type d'acte impératif, déguisé dans une interrogation. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les actes dérivés, ça. C'est-à-dire, vous avez une interrogation, du point de vue grammatical, c'est une interrogation, mais du point de vue pragmatique, cette interrogation, elle est réinterprétée comme une demande, c'est-à-dire comme un ordre, de type impératif. C'est ce qu'on appelle donc les actes dérivés. C'est très courant dans toutes sortes de choses. Par exemple, il arrive qu'une interrogation puisse... Enfin, oui, quand on dit « tu viens » pour une interrogation, par exemple, ça peut vouloir dire « viens ». Donc, la seule petite difficulté qu'on a avec les types de phrases, c'est que dans certains cas, il y a des actes indirects. Une interrogation peut valoir un ordre. Mais la phrase, vous allez finalement l'interpréter comme étant de type impératif. C'est un type impératif avec une structure grammaticale d'interrogation. Mais pragmatiquement, c'est un ordre, donc c'est de type impératif. Mais en tout cas, elle n'est pas les deux. Elle n'est pas une interrogation au plan pragmatique. D'accord ? Donc, ces types d'actes sont à la fois obligatoires et exclusifs. Toute phrase est ou bien déclarative, ou bien interrogative, ou impérative, et elle ne peut pas être de deux types en même temps. Et c'est ça qui va distinguer les types de phrases des formes de la phrase. Parce que les formes de phrases, bon, là j'en indique que 3, mais il y en a d'autres, ce sont les 3, disons, formes de base les plus simples. Elles sont, ces formes de phrases, elles sont non obligatoires, c'est-à-dire qu'une négation, par exemple, une négation, c'est pas du tout, c'est facultatif dans une phrase. Vous pouvez avoir une phrase avec une négation ou pas de négation. Et on peut considérer que c'est une transformation de la phrase, elle mange des fraises, elle ne mange pas de fraises. Voilà, la phrase a été transformée en négatif. La phrase passive, la forme passive, c'est également une transformation de ce genre, hein, c'est pas du tout une forme obligatoire. Et puis enfin la forme exclamative qui se surajoute aux autres types. Hein. Là par exemple on a mis la forme négative avec une phrase de type déclaratif, de type interrogatif, de type impératif. Pour la forme passive on aurait pu faire la même chose, mais je n'ai mis qu'un seul exemple. Pour la phrase exclamative, on a mis les 3 types, déclaratif, interrogatif, impératif, qui peuvent être en plus exclamatifs. C'est-à-dire que ouvrez la fenêtre pour l'exclamation, c'est là où on confond souvent impératif et exclamation. Hein. Mais la dimension de l'exclamation, elle n'intervient que parce qu'il y a un point d'exclamation. Mais ouvrez la fenêtre, on peut très bien l'écrire sans point d'exclamation. Ouvrez la fenêtre, point. C'est simplement, à ce moment-là, un type impératif. D'accord ? Alors, on pourrait dire que une phrase qui, si vous voulez, la phrase de base, du type le facteur distribue le courrier, elle est de type déclaratif et elle est ni à la forme négative, ni à la forme passive, ni à la forme exclamative. Donc, on pourrait dire que c'est une phrase qui est positive, qui n'est pas négative, mais positive, et puis active, parce qu'elle n'est pas passive. Mais en fait, en général, on ne parle jamais de la forme positive, de la forme active. Parce qu'en fait, disons qu'il serait par opposition à forme négative, forme passive. Pourquoi on dit pas cela ? Parce que la forme non négative, c'est considéré comme étant la forme de base, la forme positive. Et on parle des formes de phrases que dans le cas où il y a un ajout, une modification, un supplément de signification dans la phrase qui ajoute
donc cet élément de sens. Bien, est-ce que vous avez des questions sur ces différents points? Très bien, et bien alors on se revoit la semaine prochaine. Merci de votre attention.